Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, à l'émission, un sujet tout à fait particulier. Nous allons parler des Amérindiens qui vivent ici au Québec. Et aujourd'hui, j'ai comme invité 4 personnes qui ont participé à un pèlerinage en territoire amérindien ici au Québec au cours de l'automne dernier. Je vous les présente par leur nom d'abord, puis ils vont se présenter aussi eux-mêmes par leur tâche spécifique. D'abord, si je me fie de ce côté-ci, il y a Mathieu. Mathieu qui va nous parler, qui fait partie d'un groupe important qui s'appelle Mission Chez nous. Peux-tu nous parler de qui tu es aussi? Qu'est-ce que tu fais dans cet organisme qui s'appelle Mission Chez nous? Avec plaisir. Donc, mon nom est Mathieu Lavigne. J'ai le plaisir de diriger l'organisme Mission Chez nous depuis 4 ans maintenant. Donc, Mission Chez nous a été créée en 1993 par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Donc, c'est un organisme qui a une double mission. La première, soutenir la présence pastorale en milieu autochtone, donc soutenir la présence de religieuses, religieux, laïcs présents en milieu autochtone pour aider à l'animation des communautés chrétiennes en milieu autochtone. Et l'autre volet de notre mission, c'est une mission de sensibilisation. Donc, dans les réseaux d'églises, sensibiliser les gens aux enjeux ou aux défis qui touchent les premiers peuples. Donc, voilà, en résumé, ce que fait Mission Chez nous. Parfait. Et maintenant, Chantal, tu fais partie aussi de ce groupe-là, de Mission Chez nous, mais de façon plus récente, je pense. Oui, je suis la petite nouvelle, donc celle qui est arrivée le 3 septembre dernier. Alors, puis j'ai commencé avec le pèlerinage. Ça a été mon immersion. Alors, ça a été une opportunité pour moi de mieux connaître une partie de la clientèle, parce que des fois, on travaille dans un bureau, mais on n'est pas sur le terrain. Alors, ça m'a permis de rencontrer des gens du terrain. Et maintenant, si tu nous parlais de... Là, vous avez organisé un pèlerinage, mais ce pèlerinage-là se situe dans un contexte. Hein? On a déjà entendu parler, par exemple, de la commission Vérité et Réconciliation. La plupart des gens se souviennent peut-être de la visite du pape, hein? Dans ce milieu autochtone, hein? Il y a quelques années à peine. Peux-tu nous donner un peu la situation, le contexte dans lequel le pèlerinage dont on va parler plus tard s'inscrit? Certainement. Donc, effectivement, il y a eu la commission de Vérité et Réconciliation qui a été, vous savez, créée au milieu des années 2000 et qui a déposé son rapport en 2015. Commission de Vérité et Réconciliation qui a été dirigée, chapeautée par Murray Sinclair, ancien juge d'origine Anishinaabe. Et cette commission s'est promenée un peu partout au Canada pour recueillir les témoignages de personnes autochtones qui ont vécu les pensionnats autochtones, recueillir les témoignages aussi parfois de la deuxième génération des enfants de ceux qui ont vécu les pensionnats. Et cette commission de vérité et réconciliation-là, elle a été mise sur pied après une entente qui a eu lieu entre le gouvernement fédéral canadien, des organismes d'Église aussi, catholiques, mais aussi anglicans et d'autres dénominations, donc les peuples autochtones au Canada. Et donc, le rapport a été déposé en 2015 et ce rapport-là a été suivi de 94 appels à l'action. Donc, les dirigeants, les responsables de la Commission de vérité et réconciliation ont proposé 94 appels à l'action qui constituent une route vers la réconciliation, si on peut dire. Et un de ces appels à l'action demandait, entre autres, à ce que des excuses soient présentées par le pape, ici, au Canada. Et ces excuses-là ont été présentées une première fois au Vatican en avril 2022 et ici, donc au Canada, à l'été 2022. Et en Église, au sein de l'Église catholique, elle a eu beaucoup d'impact, hein, cette visite papale. Elle a suscité beaucoup d'interrogations, de réflexions dans les milieux catholiques et un désir d'en connaître davantage. Et le pèlerinage, co-organisé par Spiritour avec un peu l'aide de Mission Chez nous, une idée qui vient de Ghislain Parry qui va se présenter tantôt, mais le pèlerinage s'inscrit dans cette démarche-là. Des gens en Église veulent aller à la rencontre des premiers peuples. Vous savez, le pape nous demande de marcher ensemble. Bien, le pèlerinage s'inscrivait dans cette dynamique, une réponse à cet appel du pape.
Ben, c'est très bien présenté. Merci, Mathieu. On va se tourner vers l'autre côté. Alors, il y a Ghislain. Alors, Ghislain, je sais que tu es membre d'un organisme qui s'appelle l'OREB. Et tu as été, je pense, ce que Mathieu vient de dire, mais un peu l'inspiration, hein, celui qui était l'idéateur, si on peut dire, si on peut employer ce mot-là, du projet. Tu peux nous dire pourquoi tu as pensé à ça? Alors, je m'appelle Ghislain Paris, je suis un Dominicain. Alors, l'idée folle m'est venue en écoutant un petit peu les gens qui viennent chez nous. D'abord, il y a beaucoup de prêtres qui font des pèlerinages à l'extérieur, rencontrer plein de monde dans plein de pays. Puis je me disais, bien, ici, chez nous, on a des Autochtones, on ne les connaît pas. Alors, ce serait peut-être intéressant de voir si on peut aller les visiter, puis voir qu'est-ce qu'il y en a au juste. J'en ai parlé à quelques-uns, entre autres à un qui est André Daou, qui a fait beaucoup de pèlerinages, et puis il m'a dit, oui, je suis intéressé, on va faire quelque chose. L'idée m'était venue aussi parce que j'avais entendu Kent Nagano, vous savez, de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ils sont allés partout dans le monde présenter des concerts, ils ont eu du succès. Puis à un moment donné, ils ont eu l'idée de mettre en symphonie les mythes autochtones, puis d'aller dans les communautés les présenter. Et puis, c'était filmé, il y avait une émission de télé, puis à la fin, il interviewait les musiciens, puis il disait, on est allé partout dans le monde, puis là, on a l'impression de découvrir des gens, c'est chez nous, puis on ne sait même pas qui ils sont. Alors, ils ont dit, pourquoi pas y aller nous autres mêmes aussi? Alors, c'est un petit peu comme ça. Et puis, j'avais vu aussi à Télé-Québec, c'était repris au Canal D, il y avait eu comme un autobus, une douzaine de personnes qui ont fait le tour des communautés autochtones au Québec. Et puis, ils les filmaient au fur et à mesure. Au début, ils sont partis avec leurs préjugés, toutes leurs questions. Puis à la fin, ou pendant le parcours, on les voyait changer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça, nous autres, en Église. Et puis, à ce moment-là, j'ai comme passé la balle à Anne et puis à Mathieu. C'est ça. Ah ben c'est bien, c'est une belle collaboration. Hein, ça se tient, les trois choses. Hein. Et puis maintenant, c'est Anne Godbout, qui a une agence de voyage hein, à dimension spirituelle. Puis tu as fait que le projet hein, s'organise, parce que ça prend quelqu'un qui fait cette tâche-là. Alors, je te demande de nous parler de toi d'abord, et puis de ton organisme qui s'appelle Spiritour. Oui, alors, Spiritour, en fait, a été fondé en 2003. On est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer et puis favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage, ainsi que l'approfondissement de la foi chrétienne pour les croyants. On a deux catégories de voyages, la catégorie aux sources de l'aide, qui sont des voyages plus axés sur le développement personnel, et aux sources de la foi, qui sont plutôt les pèlerinages. Alors, quand le père Ghislain Paris m'a contacté, j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée. On a des pèlerinages un peu partout dans le monde. On en a un petit peu au Québec. J'avais déjà pensé d'aller en territoire autochtone, mais ça s'était fait, mais plutôt dans des voyages aux sources de l'aide, plutôt à la rencontre, plutôt au niveau culturel. Et quand il m'a parlé de faire ça comme un pèlerinage, j'ai trouvé l'idée extraordinaire et ça m'a vraiment donné le goût. On s'est rencontrés là, avec Mathieu aussi, Mathieu Lavigne, et ça m'a vraiment donné le goût d'aller de l'avant avec leur projet et avec mon équipe, notre forfaitiste, on a monté ce beau forfait. Puis les idées venaient autant de Mathieu que de Ghislain pour les lieux où on pouvait aller. Ça a été un beau travail de collaboration. Oui, je vois ça, hein, parce qu'on voit que les quatre, hein, ça se tient, de parler très bien du contexte dans lequel ça se situe, tous les deux. Et Ghislain qui a mis ça dans un projet plus précis, et toi qui vois l'organisation. Si je reviens à toi maintenant, Anne, c'est toi l'agente de voyage, alors tu peux nous parler des grandes lignes de ce voyage-là. On le détaillera au fur et à mesure des jours que vous avez vécu. Je pense que vous avez vécu 7 jours là, autour d'eux. Là. Alors, en gros, le projet que tu as aménagé pour eux, c'était quoi?
Oui, bien, avec l'aide de notre forfaitiste, Élodie, on a monté un circuit de 6 jours, 5 nuits. Et notre préoccupation en tant qu'agent de voyage, c'est bien, on voulait que les gens puissent être confortables. Au début, on avait parlé peut-être de communautés autochtones qui étaient plus en région éloignée, puis on s'est dit, bien, ça va peut-être être difficile s'il n'y a pas les infrastructures pour que nos voyageurs, nos pèlerins puissent être confortables, parce qu'on a des gens de toutes les générations qui faisaient partie du groupe, mais on avait aussi des personnes du troisième âge et c'était important d'avoir un bon hébergement. Donc, on a pensé on a commencé d'abord avec la TUC et puis on a continué après ça au lac Saint-Jean pour aller à Mashteuiatsh, rencontrer les Inuits. Et puis, on a dormi donc au lac Bouchette, à l'Ermitage Saint-Antoine. Donc, je savais ils sont très bien organisés pour accueillir les pèlerins. C'est un sanctuaire magnifique, entouré de nature, oui, en pleine nature à côté du lac. Alors, ça me paraissait l'endroit idéal. Ils ont vraiment un hébergement confortable, la bonne nourriture. Donc, c'était le lieu où on s'est posé pendant 3 jours pour ensuite visiter la communauté de Mashteuiatsh. Et puis ensuite, on revenait par le parc des Laurentides et on est allé visiter Wendake. On a dormi une nuit à l'hôtel Musée des Premières Nations, Oui, à Québec, ça. qui est magnifique, oui, à Québec. Et puis ensuite, on est revenu à Montréal en passant par Odanak pour visiter les Atikamekw. Ah oui, Wodak, qui est tout près de Pierreville, hein, ça arrive sud, là. Voilà, oui. Alors, donc voilà en gros le pèlerinage. Maintenant, si je te demande, Ghislain, de commencer à détailler journée après journée, comment ça s'est passé la première journée de tout, là? On est allé à La Tuque, on a eu un peu un pépin. On espérait rencontrer les gens de là-bas, puis, question de circonstances, on ne peut plus les voir. On a jasé avec un diacre, un couple de diacres qui s'occupe de la communauté. On a un peu comme raté le premier rendez-vous, effectivement, avec des gens sur place, mais c'était agréable quand même. Ensuite, le soir, on est allé au lac Bouchette, et puis c'est le lendemain, vraiment, on avait comme une journée de repos, mais c'est le lendemain que le pèlerinage a été lancé. Ça a commencé d'abord le matin, c'est un sanctuaire, oui. Ils ont une messe du dimanche, c'était une ou sinon leur dernière messe. Et puis le capucin, là-bas, France Salès, qui présidait, et c'était comme une convocation, et puis il nous a lancé au nom de l'Église d'une manière officielle pour aller là-bas. Alors ça a été un peu comme le premier geste, là. Puis ensuite, le deuxième, je vais laisser à quelqu'un d'autre d'en parler, on a eu un cercle de parole dans l'après-midi. Oui. Je précise aussi au bénéfice des téléspectateurs que le lac Bouchette, hein, c'est accessible à tout le monde. Oui. Hein, parce que c'est tout près, c'est sur le lac Saint-Jean, on le voit d'ici, là. Et puis, c'est tout près de Roberval. C'est un centre de pèlerinage avec l'hébergement, comme tu parlais tout à l'heure, là. Et puis, je connais des gens qui vont uniquement là pour se reposer. Oui. Hein? Puis, il y a des services spirituels aussi qui sont offerts. Alors, on se tourne vers toi, Mathieu. Tu étais présent, donc tu parles. Bon, l'Eucharistie, on connaît, puis l'envoi mission, ça va. Mais le cercle de la parole, c'est peut-être plus curieux pour nous autres, là. Oui, bien, en fait, l'idée d'intégrer un cercle de parole à ce moment-là du pèlerinage, l'idée provient de l'abbé Jean Gagné, qui nous a rejoints à ce moment-là. L'abbé Jean Gagné est très proche de la communauté Innu de Mashteuiatsh, très proche aussi de la communauté Atikamekw de Pétuan. Et Jean avait accepté de nous aider dans cette mise en lien avec la communauté de Mashteuiatsh. Et Jean disait, bien, ça nous prendrait un moment de préparation. Il faut se préparer pour aller à la rencontre de cette communauté-là. Arrivé en milieu autochtone, pour nous, c'est important de vraiment souligner le fait qu'un pèlerinage, ce n'est pas une démarche touristique. C'est vraiment une démarche intérieure, c'est une démarche d'aller à la rencontre de l'autre. Et le cercle de parole, pour nous, c'était un moment pour que les gens puissent, un après l'autre, mettre sur la table ou, je dirais, au cœur du cercle, leurs préoccupations, leurs objectifs dans cette démarche de pèlerinage-là, et notamment dans cette rencontre à venir avec la communauté de Mashteuiatsh. Donc, le cercle de parole, beaucoup de communautés traditionnelles vont vivre des cercles de parole. C'est très présent en milieu autochtone, ça l'était
Déjà, je dirais que c'est une pratique millénaire. Et le cercle de parole, c'est vraiment de laisser place à chacun et chacune au sein du cercle pour prendre la parole et exprimer ce qui est vécu, ce qui est ressenti. C'est un moment d'écoute, d'accueil, de profond respect. C'est une prise de parole très égalitaire. Chaque personne a le temps de parler et dans la méthode traditionnelle, chaque personne peut parler le temps qu'elle désire. Là, dans le cadre où on était, on a intégré quelques petites règles, quelques entorses au processus pour s'adapter. Mais on a vécu un moment vraiment intéressant. On était autour du feu, à Lac-Bouchette, en cercle dehors, et les gens, une personne après l'autre, ont pu dire comment ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils vivaient à ce moment-ci du pèlerinage, c'était quoi leurs appréhensions ou leurs désirs. Et donc, une parole au jeu. Hein, c'est un moment dans un cercle de parole, on parle au jeu. Alors, on s'est inspiré d'une approche autochtone pour vivre ce moment-là communautaire qui nous préparait pour ensuite, le lendemain, la grande rencontre. Parfait. Puis toi, Chantal, comment tu as vécu, c'était tes premières expériences avec le milieu autochtone, comment tu as vécu ça, de la parole comme ça? Bien, au début, ça semblait un peu intimidant, ouais. Mais disons, un coup que les règles du jeu ont été présentées, mais ce que ça l'a permis, oui, on s'était rencontrés à l'oratoire au lieu du départ, mais les gens ne se connaissaient pas entre eux. Donc, le premier cercle, ce qui a permis, c'est aller à la rencontre de chacun des participants. Et c'était vraiment dans le respect. Il y en a qui ne voulaient pas parler, ils disaient leur nom, puis c'était d'accord. On n'allait pas plus loin, puis on apprenait à les connaître un peu plus tard dans le pèlerinage. Alors, ça a été vraiment un moment où on a pu voir un peu c'était quoi les attentes de tout un chacun, de voir un peu ce qui nous habitait aussi, de voir jusqu'à quel point on connaissait les premiers peuples. Des fois, on s'apercevait qu'on ne connaissait pas grand-chose, alors qu'on avait beaucoup à apprendre, alors qu'il fallait être ouvert et se laisser habiter parce qu'on était pour aller vraiment aller dans un esprit de rencontre, d'aller à la rencontre de l'autre. Alors, c'est dans cet esprit-là, je pense, qu'on a vécu. Puis le cercle a permis de savoir qu'on était à peu près tous au même point aussi, qu'on ne connaissait pas grand-chose, peu importe d'où on venait, peu importe l'âge qu'on avait également. Et puis, je me tourne vers toi maintenant, Ghislain. Justement, Chantal vient de parler du groupe. Là. Qui était ce groupe-là? Là? C'est toi qui es un peu l'initiateur. Peux-tu nous parler du groupe? Qui faisait partie de ce groupe-là? Oui. On était une vingtaine au début. Il y avait 9 hommes, 11 femmes. Et puis, sur les 9 hommes, il y avait 8 prêtres. Ah bon? Alors, 3 prêtres séculiers. Il y avait un Camerounais, 2 Oblats, qui sont déjà en milieu là-bas, un Servite. Il y avait un Dominicain. Et puis, il y avait aussi... il y avait un évêque émérite qui venait de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était avec nous, à Montfortin. Alors, et puis ensuite, du côté des femmes, il y avait une religieuse. Ensuite, là, il y avait du monde qui était... Il y avait Anne et puis toi, Chantal. Mais il y avait aussi du monde de l'éducation, du monde du milieu hospitalier. Il y avait quelqu'un qui venait de l'Alberta. Il y avait... notre évêque émérite, il vient de l'Ontario. Alors, c'était tout à fait diversifié. Il n'y avait pas de raison pour que ça marche facilement. Et puis, après le cercle de la parole, le groupe s'est soudé. On était devenu un groupe. On était devenu un groupe d'églises qui allait visiter des groupes d'églises dans différentes communautés autochtones. C'était assez émouvant de voir comment ça s'est fait. Ça nous dépassait un petit peu. Bien, merci. Maintenant, toi, je te demanderais, Anne, tu as vécu ce trouve comme beau. Tu es directrice de Spiritou, tu as beaucoup de voyages que tu t'organises, mais là, tu as participé toi-même. Ça, c'est merveilleux aussi, hein? Oui. Tu as participé toi-même. Peux-tu nous décrire toi-même ce que tu as vécu, mettons, dans la première journée, là? J'ai trouvé ça extraordinaire. J'adore aller sur le terrain, puis j'ai pas souvent la chance. Même mon premier réflexe, c'était de chercher un guide qui pourrait être chauffeur-guide, puis parce qu'on était en minibus, et puis tous les chauffeurs-guides étaient pas disponibles. Je dis, bon, ben, je pourrais y aller. Oui, j'étais contente. J'étais vraiment contente. Et oui, j'ai trouvé ça le fun de me retrouver dans un groupe comme ça. J'ai trouvé que rapidement, il y a une cohésion qui s'est faite dès le deuxième jour, là, comme ça a été très bien dit. Et oui, il y avait vraiment une belle atmosphère. Puis c'était beau de découvrir ça ensemble.
c'est ça. Moi, je trouve ça super important, là, justement, de créer ces liens fraternels au sein d'un groupe de pèlerins. Ça fait partie du pèlerinage, là. C'était où, juste? C'était pas bien journée? Ça s'est La où? première journée, on était à la Tuque, là. Oui. Moi, j'ai trouvé ça beau, parce que le diacre, je sais plus son nom, je sais pas si tu l'as mentionné, qui nous a accueillis. Puis c'est pas ça qui était prévu, mais il nous a accueillis tellement d'une belle façon dans son presbytère avec sa femme. Et puis, ils nous ont démystifié déjà en partant un petit peu certains préjugés sur qu'est-ce qui est arrivé avec les pensionnats et tout ça, en nous donnant le regard des deux côtés, là. Comme, tu sais, pour, c'est ça, un petit peu mieux comprendre, là, comment ça que des communautés religieuses se sont retrouvées à gérer des pensionnats. Et ça a été vraiment très, très, très éclairant. Et puis, le lendemain, avec la messe, la visite du sanctuaire, le cercle de parole, là, on sentait vraiment que le groupe se soudait davantage. Là, ça a été vraiment beau. Et dans ce pèlerinage au pays autochtone, nous sommes rendus à la 3e journée, qui est le 30 septembre, la journée officielle de la réconciliation. Alors, si tu peux nous en parler davantage, Ghislain, qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Alors, quand on est arrivé à Mastoyache, on avait été invité par la communauté chrétienne de la place. Alors, on était accueillis à l'église. Il y avait une messe spéciale sur Kateri. Et puis, il y avait des chants en Innu. Et puis, les gens, il y avait un accueil officiel de la dame de la communauté. Là, je ne me rappelle pas son nom, Mathieu, c'était? Sylvie Langevin. Oui, Madame Sylvie Langevin, qui nous a accueillis avec tout le décorum au nom de la communauté. Et puis ensuite, on a eu une célébration, une concélébration. Il y a eu une prédication de l'abbé Jean Gagné qui était excellente, qui a mis les choses au point. Et puis, c'était comme vraiment, c'était très beau parce que c'était la communauté catholique, chrétienne de l'endroit qui nous accueillait, nous les pèlerins, au nom d'eux autres et au nom de toute la communauté. Puis c'était vraiment une entrée directe là, au cœur de l'affaire, puis c'était plein de sens. Et puis ça s'est terminé le midi avec un échange. On a visité ensuite... C'était une église magnifique, il y a toutes sortes de belles choses, de boiseries, c'est magnifique, dans les diapos, on le voit. Et puis ensuite, on est allé manger, puis là, pendant le repas avec les gens de là-bas, on a eu l'occasion de commencer à poser nos questions avec un jeune d'une 40aine d'années, puis il y avait un couple de diacres aussi, là, mais c'était extraordinaire, l'échange était déjà entamé. C'est beau. Et puis ensuite, vous avez dîné, comme tu viens de le dire. Et l'après-midi, comment on a vécu ça? L'après-midi, il y avait une marche avec la communauté pour la journée Vérité-Réconciliation, avec tous les T-shirts oranges, comme celui que je porte. Tout le monde avait son T-shirt dans notre groupe. Peux-tu nous identifier ce que ça veut dire, ce T-shirt-là? Bien, le T-shirt orange, rapidement, c'était une petite fille qui a été envoyée dans un pensionnat et puis sa grand-mère, sa coucoum, lui avait offert un T-shirt orange pour le jour de sa rentrée. Mais ils lui ont enlevé, parce qu'ils enlevaient tous les vêtements quand ils sont arrivés. Il avait peur peut-être de, je sais pas, des maladies ou je sais pas quoi. Et puis, elle n'a jamais retrouvé son T-shirt orange. Fait que c'était comme une façon de se rappeler ça. Quand tu dis qu'on a voyagé, on a passé l'après-midi avec la communauté, c'est quoi? C'est qui, ça, la communauté? Comment ça se passe? C'était la communauté de Mastoyache, communauté Innu, mais plein d'autres personnes autochtones de la région qui sont venues aussi pour marcher en solidarité avec eux. Et c'était pas une longue marche, mais quand même, on est parti de l'école jusqu'à un site traditionnel où, là, il y a eu comme une cérémonie avec le feu sacré, il y a eu des témoignages de survivants des pensionnats. Ça a été vraiment très, très beau. Puis tout de suite, on ne savait pas trop comment ils allaient nous accueillir, là, la gang de touristes, là. Oui. Mais non, ils ont vraiment bien accueilli. Ça a été vraiment très, très beau. Et puis, combien étiez-vous de personnes dans ça, là? On était 21 au total. La marche, on devait être des centaines, là, certainement. Et ce qui était beau, c'est toute la mixité. Alors, les gens se sont entremêlés et ont marché au son de tam-tam, au son du tambour. On s'est dirigé tranquillement, pas vite, vers le lieu de transmission culturelle Ouachachiche.
j'espère que je prononce pas trop mal. Et c'est là qu'on a eu encore des témoignages. Là, la vue était magnifique en plus sur le lac Saint-Jean. Et là, il y a eu des témoignages de gens qui nous ont raconté leur histoire, notamment les passages au pensionnat. Mais ce qui a été le plus beau, c'était le signe d'espérance qu'il y a eu également. À un moment donné, une maman nous a présenté sa fille et elle était fière de nous annoncer que grâce à sa fille, elle était pour être coucoum et que ça donnait, malgré les difficultés vécues, ça nous donnait un signe d'espérance pour l'avenir. Tu as employé le mot coucoum, qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres? C'est grand-maman. Ah, c'est ça! Alors, coucoum, c'est le mot qui désigne une grand-maman. Ah, c'est beau. Et maintenant, on arrive... Il y a peut-être des rites. Il y a des rites qui ont eu lieu à ce moment-là. Oui. Peut-être que Mathieu, tu peux nous en parler. Ah ben oui, je peux préciser. Il y a un élément, signe de l'inclusion, là, justement, que Anne et Chantal ont évoqué, ce fait qu'on a été tellement bien accueillis et intégrés au groupe de marcheurs, c'est qu'au moment de ces rituels de guérison qui ont eu lieu au site de transmission culturelle, bien, il y a eu, entre autres, le rituel avec le tabac. Ça m'a particulièrement touché parce que normalement, ça va être plus les personnes autochtones qui vont faire ce rituel-là. Et là, les non-autochtones pouvaient prendre une pincée de tabac, avoir une prière, une pensée et aller la déposer dans le feu sacré qui avait été allumé à ce moment-là. Donc, il faut comprendre que le tabac est une herbe sacrée dans la plupart des communautés autochtones et que c'est une herbe qui est très... en fait, qui va ouvrir une voie vers l'au-delà. Hein? Donc, quand on a une prière, une pensée et qu'on la dépose, cette pincée de tabac dans le feu, bien, elle va s'élever et elle va rejoindre le monde des esprits dans ce cas-ci. Donc, on a eu accès à ce rituel-là, on a pu nous-mêmes y aller d'une prière et déposer le tabac dans le feu sacré. C'était très émouvant de voir toutes ces personnes autochtones et non autochtones réunies pour vivre ce moment-là de guérison. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut sentir un rapprochement, un dialogue, peut-être même des pas faits vers une réconciliation. Alors, on se termine là-dessus, réconciliation, hein, avec le rituel. L'émission achève, ça a passé très vite, et je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Certainement. Alors, je me permets de vous réinviter la semaine prochaine pour parler du sujet de ce voyage-là. On est à mi-voyage. On va partir de l'autre partie du voyage la semaine prochaine. Sur ça, bien chers amis, je vous dis bonjour. On se retrouve la semaine prochaine.